Donc, bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce webinaire en partenariat avec Intersystem. Donc, pour vous expliquer un petit peu, ce webinaire, il est organisé en prévision, en introduction du Hacking Health Camp qui aura lieu à Strasbourg cette année du 25 au 27 mars 2022. Rapidement, le Hacking Health Camp, c'est un hackathon, mais qui est divisé en deux grands moments. Donc, la journée de conférence du vendredi 25 mars et le hackathon du vendredi soir 25 au dimanche 27. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un hackathon, c'est un moment dans lequel des personnes arrivent avec un projet et vous allez le développer pendant un week-end. Donc, vous allez le développer en équipe. Un porteur de projet arrive avec son projet, il présente, il réunit une équipe autour de lui et il développe son projet durant tout le week-end. Et pour ça, vous serez accompagné de coachs, et notamment les coachs de l'Intersystem, dont Guillaume, qui va vous faire la présentation. Donc voilà, vous retrouverez tous les liens en description pour vous inscrire à l'événement et pour aussi découvrir les projets qui seront présents cette année et inscrire également les vôtres. Et sans plus tarder, je laisse la main à Guillaume pour ce webinaire autour de Fire, si je ne me trompe pas. À toi de jouer, C'est bien Guillaume. ça. Merci, merci de nous inviter et bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous recevoir là, sur ce webinaire et j'ai hâte de vous voir en personne au hackathon. Nous serons une équipe de 5-6 personnes pour vous aider tout au long de vos projets, aussi bien des personnes techniques que aussi des newbies. Comme ça, vous pourrez confronter vos idées sur des personnes qui n'y connaissent peut-être rien en santé, rien en technique, et savoir si ça match pour le commun des mortels. Ce webinaire a pour but de vous présenter Fire et je vais vous amener sur 3 choses, sur nos propositions sur Fire. La première, ça sera bien sûr un repository Fire. La deuxième, c'est comment rendre Fire intelligible par le legacy. Donc je vous montre ici, le legacy, en fait, c'est l'histoire de la santé en informatique ne date pas d'aujourd'hui. Le Fire date des années 2010 et comment faire communiquer des systèmes qui ne parlent pas en Fire vers du Fire. Et la dernière étape, c'est transformer des ressources Fire en table SQL. Alors là, tout de suite, je viens de lancer des mots techniques. On verra ça juste après. Donc, on sera présent au Hacking Health Camp pour construire la prochaine génération de systèmes de santé et surtout pour sauver des vies. C'est ça qui importe. Pour vous aider et vous encourager, pour ceux qui vont gagner les prix, on vous propose une place à Santexpo pour soutenir votre projet avec nous sur notre stand. Donc, on aura un joli stand de 100 mètres carrés, je crois, à Santexpo, et vous pourrez venir soutenir votre projet du 17 au 19 mai 2022 à Paris sur notre centre à Santexpo. Ensuite, aussi pour les gagnants, vous aurez 6 mois gratuits sur notre infrastructure cloud, SaaS, pour Fire, et aussi 3 mois, 3 mois gratuits sur les convertisseurs HL7V de Fire. De plus, vous aurez accès à tout notre écosystème d'experts, aussi bien Intersystem que Fire, pour vous aider à votre développement de votre projet en prolongement du hackathon. Donc, sur le hackathon et aussi après, on pourra vous aider commercialement, techniquement, en continu. De plus, toutes les teams recevront, et chaque personne de la team recevront un Amazon Echo Dot pour chacun de leurs membres. Voilà. Je me présente, je m'appelle Guillaume Rongier, je suis ingénieur avant-vente. Vous avez mon LinkedIn, mon GitHub, parce que je suis avant tout un développeur, et aussi mon mail, si vous voulez m'envoyer euh, des questions ou des choses pour préparer au mieux votre hackathon, je suis bien sûr disponible. Je suis aussi disponible sur Discord, donc je vais vous mettre mon lien Discord ici. Je vais vous présenter. Hop, je le rajoute. Discord. Pourquoi Discord? Parce que je trouve que c'est plus pratique de se parler sur Discord. C'est un côté moins informel, moins formel. Vous venez, vous me posez une petite question. Vous dites, ah Guillaume, j'ai vu le webinar, j'ai une question là-dessus, comment je me connais, comment je fais ci, comment je fais ça. Allez-y. Discord, c'est un moyen simple de communiquer. Donc je vous encourage.
Sur notre agenda. Donc aujourd'hui, nous allons voir le protocole Fire. Je vais vous raconter une petite histoire autour du Fire, ce que c'est pour. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais un petit rappel pour qu'on soit tous d'accord de savoir de quoi on parle. Ensuite, une démo de Fire Accelerator Service. Le Fire Accelerator Service, c'est notre repository Fire. Ensuite, les convertisseurs HL7V2 vers Fire. Et pour finir, en bonus et en bêta, ce n'est pas encore sorti, et c'est que on-premise, donc c'est pas dans le cloud, ça sera sur des images Docker, le convertisseur Fire vers SQL. On verra ça à la fin du webinaire. Petite histoire sur le Fire. Alors, le Fire, depuis des années, l'informatique en santé s'est concentrée sur ce qui se passe à l'intérieur des murs de l'hôpital. C'est hospitalo-centré. Les données sont partagées principalement entre les médecins et les systèmes d'information. Donc, la donnée, elle est à l'intérieur des murs, elle est complétée par les médecins et par les systèmes d'information à travers des échanges de données. Ces données ne sont pas forcément facilement accessibles en dehors des murs de l'hôpital, en particulier pour les patients. Typiquement, les médecins échangent avec le patient. Lorsque le patient arrive à l'hôpital, le médecin échange avec le patient et c'est le médecin qui rentre les informations dans le SI de l'hôpital des données du patient. De plus, heu le système d'information hospitalier échange lui-même avec de multiples serveurs. Typiquement, l'accueil échange avec le laboratoire, qui échange aussi avec la radiologie. Le paradigme d'échange de serveur à serveur a toujours été au cœur de l'informatique en santé. L'informatique en santé a été pensée pour un échange de serveur à serveur, et ce, avec l'objectif d'améliorer les communications entre les serveurs. C'est ce qu'on appelle l'HL7V2. Ça a été pensé pour discuter de serveur à serveur. Par exemple, l'accueil discute avec le laboratoire qui lui-même discute avec la radiologie. Ces systèmes de communication n'ont jamais été prévus pour partager de la donnée avec des patients ou des applications extérieures à l'hôpital. Mais Fire change la donne. Ce protocole a été prévu pour les deux mondes, c'est-à-dire aussi bien pour l'extérieur que l'intérieur de l'hôpital. De plus, il met enfin le patient au centre de l'information. Ce qui n'était pas forcément le cas avec l'H7V2, qui était de serveur à serveur. Aujourd'hui, le Fire, il remet le patient au centre de l'information. Fire, ça veut dire Fast Healthcare Interoperability Resources. Pourquoi resources? C'est-à-dire que toute information est rangée sous un petit format objet. C'est plein de petits objets qui s'alignent les uns avec les autres, avec au centre, comme pivot, le patient. Le Fire, en plus d'être un protocole de communication, c'est un modèle de stockage de données. Donc, je vous encourage fortement à développer vos applications basées sur Fire. Vous n'aurez pas à vous poser la question comment je dois stocker mes données, quelle doit être ma base relationnelle, comment je dois construire mon schéma. Le schéma a déjà été pensé pour vous grâce au Fire. Et si vous êtes compatible Fire, vous êtes dans un modèle international. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le partager avec d'autres et pas qu'en France, à l'étranger, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, partout. Et c'est patient-centrique. On remet enfin le patient au centre de l'information. Petit exemple, de Fire. On a le patient ici, qui s'appelle, Ida Brown. Il a des observations comme sa pression artérielle et cetera. On sait aussi, par exemple, dans les observations, donc les observations sont une ressource. Dans les observations, on met en général, bah, par exemple, sa taille, son poids, est-ce qu'il fume pas? Ensuite, ce patient peut être en relation avec un docteur, qui ce docteur travaille dans une organisation. Une vision un peu plus globale donne, on a un patient avec en jaune toutes ses observations, en bleu les encounters, c'est-à-dire les événements qui ont pu arriver par rapport au patient.
ses mises en relation avec des médecins, etc. C'est un modèle qui est déjà pensé et qui est sous forme de graphe. De plus, ce modèle est sous forme de graphe et c'est des arbres. Donc, c'est des petits objets qui sont 90% du temps projetés en JSON. Ce qui fait que le stockage est NoSQL, c'est documentaire et c'est que des JSON stockés les uns avec les autres et liés ensemble. Voilà pour le Fire. Je vais vous présenter Fire Accelerator Service. Donc, Fire Accelerator Service, ça vous donne accès à un repository Fire. Vous allez pouvoir communiquer avec à travers des API REST, avec des posts, des get, etc. et jouer avec ces ressources. Donc, je vous fais une petite démonstration du Fire Accelerator Service chez Intersystem. Donc, ce site, Hacking 2022 ISC Cloud, c'est un lien qu'on va vous fournir dans le mail de rappel et dans toutes les descriptions, vous l'aurez. C'est un portail qui vous résume toutes les actions. Donc, comment se connecter au portail? Dès que vous vous inscrivez, vous avez 30 jours gratuits. Et on va suivre un déploiement et comment on peut l'utiliser, ce portail. On se connecte au portail. Donc, j'ai déjà mon compte. Moi, je m'appelle Jérôme JM. Vous pouvez créer un nouveau compte en cliquant ici. Et lorsqu'on se connecte, on a accès à nos déploiements. J'ai déjà un déploiement pour vous. Je vais le démarrer. Start. Et pendant qu'il démarre, on va simuler la création d'un nouveau déploiement. Pourquoi je le démarre? Ça met 6 minutes à être créé. Donc, on va y aller étape par étape. On peut choisir la taille de l'instance. Donc, c'est le nombre de cœurs et le nombre de RAM. Ça vous donne un exemple de combien de messages ça peut être traité par jour. Sur le plus petit, vous êtes à 200 messages jour. Sur la version la plus large, vous êtes à 20 000 messages secondes. Voilà. Si on prend la version small, toutes les données sont chiffrées. Donc Intersystem, c'est une offre SaaS, n'aura jamais accès à vos données. Vous serez les seuls à accéder à vos données. On est en cours de certification HDS. On a les options de haute disponibilité, si besoin. Actuellement, on est sur AWS. Azure arrive bientôt. Pour sélectionner la région, le hackathon va avoir lieu à Strasbourg. Donc, je vous conseille d'utiliser UE West 3, qui est pour Paris, ou Central, UE Central 1, qui est pour Francfort. Les deux fonctionnent. Vous lui donnez un nom de déploiement, et voilà, on vous donne différentes informations. On est aussi scalable horizontalement, automatiquement, si besoin. On va retourner dans les déploiements. Ça y est, il est démarré. Vous avez maintenant accès à toute une liste de menus. L'overview vous permet d'avoir une vision globale de vos API. Ça veut point d'entrée public. Vous avez les métriques. Les métriques vont vous donner quelques informations sur le taux d'utilisation de votre base, le temps de réponse, les cas d'erreur, etc. On est 100% compatible avec toute la stack O2. On peut aussi avoir des accès plus simples avec des API keys pour typiquement développer avec juste un token. Pourquoi je vous recommande d'utiliser ce portail? Parce que je ne l'ai jamais vu ailleurs. C'est que vous avez un Swagger. Donc le Swagger, c'est les spécifications REST et c'est la spécification d'un Fire Repository R4 complet. Par exemple, vous avez tous les verbes et en plus des verbes, vous avez toutes les ressources décrites sous le format Swagger. En plus de ça, si vous voulez tester votre serveur, on vous a préparé plein de petits exemples. Donc, vous allez pouvoir tester, voir chaque ressource différente avec différents cas. Donc là, je suis sur la ressource patient. Vous avez tous les exemples, par exemple, pour faire des recherches. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, comment faire des recherches sur Fire.
Vous avez tout qui est décrit dans la spécification Swagger. Si vous voulez aller ensuite, on a le menu Access Log. Donc, Access Log, ça vous permet d'avoir accès à toute l'historique des connexions sur votre endpoint Fire. Et dans Data Management, j'ai un petit truc qui est sympa, c'est qu'on vous a préparé des statistiques sur votre serveur Fire. Donc, combien de ressources, par exemple, combien d'allergies intolerance, vous avez quelques informations. Et de plus, dans le Bundle Operation, on vous a pré-packagé des données synthétiques qui viennent de Synthea. Synthea, c'est un logiciel open source en Java qui vous permet de créer de la population synthétique. On vous en a créé quelques-uns. Vous cliquez sur une icône et ça vous génère un repo Fire déjà avec de la donnée. Donc, vous pouvez déjà jouer avec de la matière et pas travailler à vide avec différents thèmes. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez importer vos propres données à travers des serveurs SFTP. C'est tout à fait possible. La scalabilité et les backups, tout ce qu'on demande d'une offre SaaS. Elle est gratuite pendant 30 jours et vous aurez un accès gratuit pour le hackathon. Passe à la suite. J'aimerais vous parler de l'H7V2 et du Fire. Vous vous rappelez, dans l'introduction, le système hospitalier en santé, c'est depuis les années 80. Depuis les années 80, ça existe et Fire est plutôt récent. C'est sorti, assez récemment. Le HL7V2 a été créé en 1989, à la chute du mur, pour anecdote, et ça ressemble à ceci. Ça, c'est un message HL7V2. Ces messages, c'est des fichiers plats qui peuvent être transmis, sur, des ports TCP ou en fichier ou par FTP ou, sur le protocole, HTTP et ça a rien à voir avec du JSON. C'est des fichiers plats et c'est une spécification qui est très complexe. C'est-à-dire que sur chaque ligne, on a une antenne de ligne et en plus, selon le type de message dans l'entête, on a un ordre de type de ligne. Donc on ne peut pas avoir des observations avant le PID. Le PID, c'est le nom du patient, et cetera. Donc, l'HL7V2 est un protocole qui a été inventé dans les années 81, qui n'est pas forcément patient-centrique et qui est très utilisé encore aujourd'hui à l'hôpital. Ce qu'on l'on Par contre, le Fire, qui est sorti en version officielle en 2019, est sous forme de JSON. Donc on voit qu'il y a une incompatibilité très forte entre l'HL7V2 et le Fire. Notre but chez Intersystem, c'est de pousser cette courbe. C'est-à-dire, on souhaite que l'HL7V2 décline au profit du Fire. Parce qu'on pense vraiment que le Fire, c'est l'avenir de la santé. C'est patient-centrique, c'est plus ouvert, c'est pensé en dehors des murs de l'hôpital. Ça permet à de nouvelles applications d'interagir de manière simple et claire et moderne avec de la donnée de santé. Et on essaye de pousser cette flèche le plus fort possible. Et pour aider à pousser cette flèche, on propose un convertisseur automatique HC7V2 vers Fire. Et vous allez voir, c'est tout simple. Typiquement, on va sur le portail. On a une deuxième offre SaaS qui s'appelle Healthshare Message Transformation Services, qui vous permet de convertir automatiquement un message HL7V2 vers Fire. Donc ici, vous pouvez mettre n'importe quel message H7V2. C'est disponible sous forme d'API. Vous pouvez déposer les données sur des buckets S3 sur Amazon. On transforme tout, on envoie vers des repos Fire. On peut les déposer dans un autre bucket S3. Mais pour vous donner un exemple de la simplicité d'utilisation, vous mettez n'importe quel message HL7V2 ici. Vous cliquez sur Transform et voilà toutes les ressources Fire. Typiquement, si on prend l'exemple du PID, on a Ximes Paul Buzz. Et si je regarde le patient, j'ai bien Ximes Paul Buzz. Tout est transformé.
on essaye de pousser vers le Fire on essaye de pousser vers le Fire et uniquement Fire. C'est-à-dire que si jamais pour une raison X ou Y, on a des données dans l'HS7V2 qu'on n'a pas su convertir vers du Fire, on le met quand même dans une ressource qu'on appelle Document Reference en base 64 et vous aurez toutes les données qu'on n'aura pas su convertir dans une ressource Fire. Donc vous pouvez tester tout a posteriori uniquement en Fire. Et ça, c'est agréable. Vous n'avez pas, vous vous dites, j'ai un message HTTP2, je le transforme en Fire et ensuite je travaille uniquement Fire. On pousse la ligne vers le Fire. On essaye de sortir de l'HTTP2. Si vous avez des questions là-dessus, je serai bien sûr à l'événement pour vous en parler. On va reprendre un peu notre souffle. Maintenant, on vient de voir, on a un repository Fire, on a essayé de pousser le legacy vers du 100% Fire. Et maintenant, vous allez me dire, ah, mais j'aimerais bien faire du machine learning sur mes repos Fire, sur mes données Fire. Je sais que Fire, c'est un standard de stockage. Mais le problème, c'est que moi, développeur, par exemple Python ou autre, je travaille avec des data frames. Et caster un JSON ou des JSON imbriqués les uns dans les autres et plein d'objets dans un data frame, c'est pas facile. On doit aplatir ce modèle. C'est ce qu'on vous propose avec le Fire SQL Builder. Donc, je reviens sur le modèle Fire. On a le patient avec des observations. On a un modèle très complexe sous format JSON. Et le but, ça va être de caster du Fire vers du SQL. En fait, le Fire, on a vu, il est sous forme de graphe. Et le but, ça va être de l'aplatir sur des tableaux pour en faire un modèle relationnel. Je tiens à préciser, il n'y a pas de copie de données. Quand vous allez utiliser notre repository Fire, les données vont rester sous format de graphe et on va créer des projections SQL. Et c'est très important parce que si vous avez énormément de données, les transformations vont être instantanées. Vous n'aurez pas de perte de performance et vous n'aurez pas ce phénomène d'ETL d'en permanence transmuter les données d'un endroit à l'autre. Comment ça va fonctionner? On va analyser le repository, c'est-à-dire qu'on va faire des statistiques pour vous aider à la décision, dire combien vous avez de ressources, quel est le type de ressources, etc. On va vous afficher ces données, on va vous donner la possibilité de les sélectionner, de créer la projection et de les appliquer. Allez, assez de slides, on part sur une démo. Donc, je viens de lancer la démo. Donc, c'est un logiciel qui est en bêta. Et je vous aiderai à l'installer parce qu'il est sur, on est sous une stack Docker. Et pour aujourd'hui, elle est que libre. Elle est que disponible sous Docker. Le Fire SQL Builder, on va se connecter sur une page web et on va analyser un nouveau dépôt. Donc là, j'ai un dépôt en local, je vais l'ajouter. Donc le nom du dépôt, c'est celui-ci. Là, on est en localhost. Le port, c'est le port du endpoint en API. Donc, c'est ce port-là. C'est le port REST, enfin HTTP. On va lui mettre un login mot de passe pour qu'il puisse s'y connecter. Et c'est ce endpoint. Voilà. Maintenant, on va analyser ce dépôt. Donc là, il est à 2000 ressources à peu près dans ces environs. Donc, je peux scanner l'intégralité ou qu'une partie du endpoint. Je lance, il va calculer. Et donc, on va avoir déjà une vision macroscopique de notre dépôt Fire, de savoir où sont à peu près les ressources, combien y a-t-il de ressources, à peu près leur type. Et même plus loin, on va le voir, c'est quand on a des ressources nested et des ressources plus ou moins complexes, il va déjà nous précalculer combien d'éléments, combien de sous-nœuds on a dans notre arbre.
Maintenant qu'il est fini, que le scan est complet, je peux créer une nouvelle transformation. Je vais l'appeler T1. Donc, on peut créer plusieurs transformations et on a notre analyse de notre dépôt. Ici, par exemple, je vois tout de suite que j'ai 6 patients. En plus, j'ai environ 800 observations. On va commencer à projeter les patients. Donc, on va projeter l'objet patient. On va projeter son genre. On va dire, voilà, on va ajouter son genre. Ça va me créer une table patient avec une colonne genre. Je vais projeter son nom. Ah, son nom. Donc, je vous montre un objet Fire. Maggie ici, patient. Donc, si on va voir comment est fait un objet patient et son nom, type coding, hop, un peu plus loin, driver license, passeport, voilà. Son nom, c'est un tableau. Parce que la personne peut avoir plusieurs noms. Son nom de jeune fille, son nom officiel, etc. Du coup, pour l'aplatir, soit j'en crée une table fille. Donc, du coup, je vais avoir mon patient avec une sous-table nom. Ou alors, je peux dire, ah, je veux l'aplatir. Dans ma même table patient, je vais prendre que la première occurrence de son nom. Ensuite, pour ses surnoms, même chose. Avec l'analyse, on s'est rendu compte que sur toutes les ressources, il n'y en avait qu'une seule. Donc, il propose d'utiliser que le première occurrence de given. Même chose pour préfixe. Ce qu'on vient de faire ici sur l'objet patient, on vient déjà de l'aplatir. Maintenant, on va aller peut-être croiser les observations. Donc, sur les observations, on va prendre par exemple les values des observations, l'unité associée, son système de codage et le code associé. Pardon. On peut prendre aussi la catégorie. Catégorie, c'est un tableau. On peut l'aplatir. Même chose. On va prendre système, code, display. Voilà. Et ce qu'on voit ici, c'est que maintenant, je vais avoir deux tables, une table patient et une table observation. Dans mon objet observation, j'ai le sujet, normalement. Subject. Subject référence. Et je sais que dans le sujet, dans le subject, en fait, c'est mon lien avec les patients. Ce qui va me permettre de faire des jointures entre les observations et les patients pour savoir quelle observation appartient à quel patient et tout ça en SQL. J'ai préparé une transformation lambda et je vais pouvoir maintenant appliquer cette transformation à mon serveur. On va le mettre dans le package AA. Voilà. J'ai lancé la transformation. Il n'y a pas eu de déplacement de données. C'est pour ça que c'est instantané. Maintenant, on peut aller faire des requêtes SQL en JDBC ou en EDBC. Je vais utiliser un portail web pour aller faire les requêtes SQL. Hop. Excusez-moi. Management portal. Donc là, c'est une page web pour aller faire des requêtes SQL. On peut s'y connecter en JDBC, EDBC, DB API pour le Python ou ce qu'on veut. Et là, j'ai mes schémas. Patient et observation. Si je prends patient, j'ai bien mes 6 lignes de patients avec leurs ID, leur nom, leur genre, et ainsi de suite. Si je regarde les observations, j'ai toutes mes observations à plat. Et je peux avoir la taille du patient, etc., son poids. Et je vois que j'ai un subject reference, et donc je peux le croiser avec ma table patient. Donc je peux faire un join from observation, join aa.patient et on o.subject reference
qui est égal à P.qui, la clé des patients. Il me dit qu'il y a 2 fois ID. On va faire étoile. Et maintenant, pour une observation, j'ai bien le patient associé. À partir de là, vous avez du SQL. Vous pouvez utiliser n'importe quel langage Python et faire SQL to data frame et utiliser maintenant vos jolies vues ou vos requêtes SQL pour faire du ML sur une base de données Fire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Un repository Fire, un transformateur HL7V2 vers Fire, et pour finir, un outil d'aide à la construction de modèles relationnels pour faire du ML sur du Fire. Je serais ravi de vous présenter tout ça, de vous partager tout ça lors du hackathon. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton intervention. Donc, c'était un replay du webinaire initial. On vous mettra les questions dans le mail. On vous fera un récapitulatif un petit peu de toutes les questions. Vous pourrez aussi évidemment toutes les poser à Guillaume. Oui, Et comme sur l'a dit Discord. Guillaume, c'est ça. Et comme l'a dit Guillaume, vous pouvez n'hésiter pas à nous rejoindre sur le hackathon du 25 au 27 mars. Et vous pourrez voir en concret comment fonctionne tout ce que Guillaume vient de présenter. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire et merci Guillaume surtout d'avoir fait la présentation. Et on vous dit à très bientôt. Ouais, à Au revoir à bientôt. tous. Au revoir.